On va commencer avec vous, Jean-Marc Jancovici, 10 minutes à peu près pour essayer de déployer votre argumentaire qu'on a pu lire en bonne partie dans le DNA la semaine dernière déjà, mais peut-être d'autres arguments. En tout cas, on vous écoute. Merci, ça aurait été rigolo de commencer par contre pour une fois. Non. C'est bonne politique, c'est plus facile après de répondre quand on a les arguments d'autres. Non, c'est... D'abord, merci à Jean-Michel, mais je devrais dire, c'est pas un problème d'objectif de climat et de nucléaire. Le problème, il est un peu plus large que ça. Et sur 3 problèmes qu'il y a aujourd'hui, je pense que sur 2 des 3, Jean-Marc Jancovici et moi, on sera parfaitement d'accord. Il y a d'abord un problème d'énergie qui se pose. C'est clair qu'actuellement, nous sommes dans une époque où on se rend compte que les ressources énergétiques se raréfient. Il ne faut pas se leurrer, même si on devenait sage, même si on devenait intelligent, je pense que l'être humain continuera à gratter partout où il peut avoir de l'énergie. Et malheureusement, nous sommes actuellement à peu près à 85% de notre énergie qui provient de systèmes fossiles, donc c'est gaz, pétrole, charbon. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On a un deuxième problème, qui est un problème de climat. On s'est rendu compte, et ça on est ici pour en parler, que notre façon de vivre, notre façon de consommer l'énergie, notre utilisation de l'énergie, nous entraîne inévitablement peut-être vers un gros problème climatique, réchauffement climatique, montée des océans, problèmes économiques, problèmes sociaux. Et on a ce troisième problème qui est l'énergie nucléaire. Et à mon sens, c'est une erreur d'opposer ou de penser que l'énergie nucléaire pourrait être une réponse, quelle qu'elle soit, au problème de la raréfaction des sources énergétiques ou au problème du climat. Si c'était la seule réponse, le monde ne serait pas en train, peu ou prou, de quitter le nucléaire. Aujourd'hui, la construction de nouvelles centrales nucléaires n'équivaut pas simplement à un maintien de l'énergie nucléaire. Si le problème n'était qu'un problème économique ou un problème nucléaire, ça n'est pas 6% de l'énergie mondiale, c'est ce qu'on doit à peu près au nucléaire, qui nous permettrait de faire un levier, quel qu'il soit, sur les problèmes climatiques. Le problème, il tient beaucoup plus dans notre conception de l'énergie, dans notre façon de vivre cette énergie, et c'est là, je pense qu'on sera assez d'accord. Mais de ce point de vue, le nucléaire, ça ne peut pas être la réponse. On pourrait l'évoquer en tant que réponse politique, en tant que réponse sociale, en tant que réponse économique, en tant que réponse avant ou après Fukushima. On y perdrait notre débat entre lui et moi, parce que les chiffres, on peut les mettre comme on veut, les interpréter comme on veut. L'essentiel du problème est là. Est-ce que nous devons penser que notre façon de réagir au climat implique le recours à l'énergie nucléaire? Et je ne le pense pas. Est-ce qu'on doit penser que s'il n'y a pas recours au nucléaire, il y a forcément et obligatoirement recours aux énergies fossiles? Je ne pense pas qu'on puisse opposer les deux. Le nucléaire ne nous sauvera pas des énergies fossiles. Le nucléaire ne sera jamais, avec 6% de l'énergie mondiale, une réponse au problème des gaz à effet de serre. Donc de ce point de vue, ce débat, intéressant ou pas, ce débat ne pourra avoir comme conclusion que ce débat de départ, est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire? Le fait d'être pour ou contre n'impliquera pas que nous aurons une lutte meilleure ou moins bonne aux problèmes climatiques, n'impliquera pas forcément que nous aurons une réponse différente à nos problèmes énergétiques. Et le problème de base qui se pose n'est pas un problème technologique, c'est pas un problème même scientifique, c'est pas un problème économique, c'est presque plus un problème moral. Est-ce que le nucléaire, la société qu'elle va impliquer, sa continuation éventuelle, c'est ce que nous voulons? Ou est-ce qu'on pense que l'être humain est capable d'évoluer et de dire
sans être méchant, le nucléaire, ça a peut-être servi pendant 50 ans, le charbon a servi pendant une bonne centaine d'années à un développement, mais maintenant on passe à autre chose. Pour pimenter un peu la chose, je vous propose de laisser des points de dissensus au débat. Oui, sinon ils vont tous s'en aller. Et je vais compléter avec quelques réflexions personnelles qui ne sont pas nécessairement en opposition avec ce qui vient d'être dit, sauf sur un ou deux points. Le seul point, je vais commencer par là, comme ça sera plus rigolo, d'opposition, c'est le nucléaire, 6% dans le monde, c'est tout à fait vrai. Aucune énergie renouvelable, sauf le bois, ne fait mieux. L'hydroélectricité est à peu près au même niveau, l'éolien est à 10 fois moins, etc. Donc le fait de dire 6% ça compte pas, disqualifie aussi la quasi-totalité des énergies renouvelables, en particulier les énergies modernes, qui occupent une page dans le journal, enfin une pagination dans le journal, pardon, qui est en général inversement proportionnelle à leur importance réelle dans le monde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, je suis peut-être cynique, mais je ne crois pas à un changement de la nature humaine avant qu'on trouve une solution à notre problème. C'est-à-dire que la solution au problème, on va devoir la trouver avec la proportion d'escrocs, d'affreux, d'abrutis, de gens qui fraudent le fisc et qui trompent leur femme, qu'on a actuellement dans le monde, parce que si on pense qu'on doit d'abord commencer par régler ces problèmes avant de régler le problème de l'énergie, je pense qu'on sera tous morts, qu'on n'aura pas encore commencé à bouger dans la bonne direction. La troisième chose que je voudrais rajouter, c'est que les problèmes du changement climatique sont déjà à l'œuvre. Je fais partie des gens, par exemple, qui pensent que ce qu'on a appelé le printemps arabe est très largement une conséquence de la tenaille énergie-climat. Alors je vais essayer de vous le dire très rapidement. Du côté de l'énergie, comme vous le savez, une des marges de manœuvre qui a été mise en œuvre pour essayer de pallier le fait qu'on soit déjà contraint en ce qui concerne l'approvisionnement pétrolier, c'est les agrocarburants. Les agrocarburants aujourd'hui consomment 14% de la production céréalière mondiale. Ça ne déplace du reste que 1,5% de la consommation de pétrole, avec ces 14% de céréales. Donc, mon sentiment, c'est que d'empêcher les gens de manger pour rouler 1% de plus, c'est pas une bonne affaire. Mais c'est donc 14% des céréales poussent à la hausse les prix des céréales sur le marché international. Vous avez une deuxième chose qui pousse le prix des céréales à la hausse sur le marché international, c'est que le rendement des céréales a déjà commencé à plafonner du fait du changement climatique déjà enregistré depuis 1980. Et là, le troisième est le résultat des deux, et en particulier de la très forte canicule, qui est très cohérente avec les effets attendus du changement climatique que vous avez eu en Russie à l'été 2010, a provoqué un doublement du prix des céréales sur les marchés mondiaux en 2010. La Tunisie importe la moitié de ses céréales et l'Égypte un quart. Et quand vous regardez ce que ça provoque comme inflation induite pour les gens les plus pauvres, et les gens les plus pauvres, c'est quelques dizaines de pourcents qui sont du mauvais côté de la distribution des revenus. De doubler le prix des céréales quand c'est à quelques centaines d'euros la tonne, vous vous rendez compte que ça induit une inflation alimentaire totalement intolérable pour ces gens-là. Et en fait, ce que vous avez eu dans les pays du Maghreb qui se sont révoltés, c'est au départ des émeutes de la faim, exactement comme en 1789 en France. Donc, le changement climatique, il est déjà à l'œuvre. On ne parle pas d'un problème pour les générations futures, du reste pour l'énergie, on ne parle pas non plus d'un problème pour les générations futures. Les générations futures sont pas ça. Le point suivant sur lequel, là je vais quand même un tout petit peu en désaccord avec mon voisin, c'est que quand on dit qu'il ne faut pas opposer le nucléaire et le fossile, si vous allez regarder un peu dans le détail ce que s'apprête à faire l'Allemagne, c'est pourtant exactement ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer leur sortie du nucléaire par un peu d'économie d'énergie, un peu d'éolien et beaucoup de charbon et de gaz. Ils sont en train de réveiller les centrales sous cocon, ils ont 10 gigawatts, c'est-à-dire un peu plus que les centrales qui viennent de fermer, de capacité fossile en construction. Ils ont eu la très bonne idée de se mettre avant nous sur le gazoduc qui vient de Russie, dont vous avez peut-être vu l'inauguration il n'y a pas longtemps aux actualités. Ils ont multiplié par 7 leur réserve pour lignite, qui est une espèce de sous-charbon un peu dégueulasse entre 2009 et 2010. Donc ils n'ont pas du tout l'intention de faire essentiellement des économies d'électricité et de renouvelables, ils ont l'intention de faire surtout des centrales à charbon. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, en complément à ce qui a déjà été dit sur les économies d'énergie, moi j'en suis un grand partisan, mais je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Les économies d'énergie, c'est essentiellement une affaire de hausse de prix. C'est-à-dire que la sobriété, ce n'est pas une affaire de morale, c'est une affaire de hausse de prix d'énergie. Quand vous regardez partout dans le monde, pas juste en France, comment, sur des durées un peu longues, se sont organisées les consommations d'énergie en fonction du prix, vous ne retrouvez qu'un déterminant et un seul, toujours, c'est que ce qui compte sur des durées un peu significatives, c'est le prix. Donc, faire diminuer la consommation d'énergie, c'est monter le prix. Il n'y a rien d'autre qui marche. Et monter le prix de l'énergie, en tendance longue, c'est baisser le pouvoir d'achat. Donc, on peut être pour, on peut être contre,
Mais il faut bien comprendre que c'est de ça dont on est en train de parler. Alors moi je pense que c'est de toute façon plus évitable, donc je dis peut-être des horreurs encore pires que celles de mon voisin de gauche. C'est-à-dire je pense que le pouvoir d'achat de toute façon va baisser, pour des raisons physiques, qu'il nous appartient encore de l'organiser le mieux possible, au lieu que ça se gère dans des tensions et des craquements qui sont délétères pour la démocratie. Mais par contre, il ne faut pas se raconter d'histoire, encore une fois, les économies d'énergie, c'est une affaire de hausse de prix. Alors, on va essayer de vous, pas forcément prouver le contraire, mais en tout cas, montrer que l'utopie peut être en marche quelquefois. Joël Henry est strasbourgeois, vous vivez à Strasbourg depuis pas mal de temps et vous avez vécu cette expérience avec Objectif Climat d'être volontaire pour le climat, c'est-à-dire que vous êtes embêté ou pas à la vie, ça vous allez nous raconter, à essayer de consommer le moins possible et en quelques mots, si vous voulez bien nous raconter votre histoire. Oui, je sais pas, je sais pas entendre. Voilà, donc j'ai fait partie avec une trentaine de foyers strasbourgeois entre 2004 et 2007 à cette expérience pilote qui s'appelait le North Zone Climatest et qui consistait, dans le fond, pour la trentaine de foyers qui participaient à l'opération, à envisager en 3 ans de diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre induites à travers nos différents modes de vie. Et ce, à travers 4 aspects de notre consommation quotidienne, donc les déchets, l'alimentation, les transports et l'énergie domestique. Et en fait, ça a été je dis nous, j'ai du mal entre jeu et nous, parce que je me suis lancé là-dedans avec Valérie, ma compagne, mais donc je vais peut-être un peu mélanger les pinceaux, mais en tout cas, on est arrivé in fine effectivement à cet objectif-là en 3 ans, c'est-à-dire être en dessous je ne peux pas être trop technique, mais autour de moins de 700 kg d'équivalent en pétrole par an. Moins 30% au pétrole. Ouais, un petit peu plus que ça même, je pense. Oui. Un petit peu plus. Et en fait, on a adhéré on a rejoint le groupe au début, dès que ça a été annoncé, dans l'idée que, dans le fond, ce serait l'occasion de tester les modes de vie du futur, parce qu'on est aussi convaincu qu'effectivement, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, la bonne nouvelle, si je résume les choses, c'est qu'en fait, on y est arrivé sans trop de difficultés, avec des points de blocage qui ont été très différents selon les participants en fonction de leur situation propre. Certains, ça a été de devoir renoncer à une voiture, d'autres, ça a été, comme nous, ça a été de changer de mode de chauffage dans une configuration pas très favorable parce qu'on était locataire de notre appartement et donc pas complètement libre de faire ce qu'on voulait, mais finalement on y est arrivé. Et donc on y est arrivé. In fine, l'impression c'est que ça n'a pas été si compliqué que ça, dans le fond. On n'a pas changé radicalement de mode de vie du tout, on a l'impression de vivre ici et maintenant et tout à fait sans être complètement déconnecté. On n'est pas retombé dans la préhistoire comme on nous l'avait annoncé, et que ça a même été assez rigolo parce que ça nous a amené à changer des éléments de notre vie quotidienne qui étaient un petit peu matinés de routine, et que du coup, voilà, ça a été l'occasion de réévaluer ça. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous avez plus de voiture, plus de déplacement en avion Voilà, en principe. Bon, il y a eu des rechutes. Ah ouais. Ça, on est tout ça. On va tous les jours. Avant de venir, justement pour vérifier ça, cette année, donc puisqu'on est presque à la fin de l'année, j'ai refait un bilan carbone et on est à 600 et quelques kilos. Donc il y a ça, il y a le fait de se déplacer différemment, donc on se déplace à vélo, ça veut dire qu'on se déplace à vélo et en train, et que comme c'est notre mode de déplacement quotidien, c'est aussi celui de nos vacances, donc on passe aussi nos vacances à vélo, donc on a aussi découvert d'autres façons de profiter du monde. Et puis évidemment, on s'alimente différemment, on mange moins bien, il y a tout un ensemble de choses qui sont prévues. On peut d'ailleurs, il y a des calculateurs en ligne, donc c'est assez facile à la fois d'évaluer soi-même l'état actuel de ses consommations et émissions de CO2, et puis après de voir un petit peu comment on peut les faire baisser. Alors ça a eu, l'expérience avait
ça rejoint le débat de ce soir, l'expérience était essentiellement axée sur les émissions de CO2 et pas sur les émissions électriques. Ce qui a fait partir quelques participants au tout début de l'expérience. Nous, on a fait avec, je veux dire, ça ne nous plaisait pas, l'idée ne nous plaisait pas tellement, mais on s'était dit que c'était ça le protocole et on s'est lancé dedans. Mais la conclusion quand même, ça a été qu'on a considérablement baissé, du même par ricochet, nos émissions, nos consommations électriques. Et est-ce que c'est applicable à tout le monde? Ou est-ce qu'il faut être un militant fou furieux pour y arriver? Non, parce que, encore une fois, on est un peu entré dedans presque par jeu, donc on était très motivés, on trouvait ça assez rigolo au début d'abord d'essayer de comprendre comment se produisaient les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase d'apprentissage, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. Finalement, on avait beau être écolo, on ne connaissait pas grand-chose aux mécanismes par lesquels on produit du CO2. Donc il y a eu cette phase d'apprentissage. Il y a eu une phase diagnostique, on était aidé par un éco-conseiller. Et puis après ça, il y a eu des choix, de transformation. Et pendant toute cette période aussi, on s'est incroyablement renseigné. Enfin, ça a été aussi, on a vu énormément de choses, on a appris beaucoup de choses, je crois aussi. Merci beaucoup, Joël Henry. Je voulais aussi, juste faire une petite annonce parce que une des conséquences du... Vous vendez votre vélo? Non, pas je vends pas mon vélo. Évidemment, quand on change d'habitude, on change aussi de mode de consommation et son système de consommation en privilégiant naturellement, puisque pour des raisons même de commodité, parce qu'à vélo c'est plus simple, on a recours en fait à la distribution de proximité. Et on est absolument navré d'apprendre que le principal réseau de magasins de proximité en Alsace, la COP, est menacé. Et demain, il y a un apéro de soutien à la COP de la Relote à 18h30. Merci. Avant de vous proposer de prendre la parole, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse les deux interlocuteurs principaux échanger pendant un quart d'heure, 20 minutes, les propos qu'ils auront envie d'échanger, en partant peut-être de cette idée de la sobriété. On sait très bien que l'on va pas régler les problèmes en disant à partir du 1er janvier, on sera sobre suffisamment pour qu'il n'y ait plus besoin de développer de nouvelles énergies. Ils vont chercher. Mais la sobriété, on sait aussi que de grande force, on va y arriver. On va forcément, à un moment, être obligé d'être sobre. Est-ce que vous imaginez que c'est quelque chose qui peut se mettre en route, alors peut-être pas d'ici le 1er janvier, mais dans un laps de temps suffisamment court pour que la question énergétique puisse se régler, en grande partie, du moins, de cette façon-là? La réponse est oui, il suffit de laisser les banquiers faire ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, entre 2007 et 2009, les émissions de CO2 du pays ont baissé de 10%. Donc en gros, vous laissez les financiers faire les azous, ils fichent l'économie par terre, les émissions de CO2 baissent de 10%. Donc il y a un très bon moyen d'être sobre, c'est la récession, et c'est celle à laquelle on aura droit si on ne s'occupe pas sérieusement de nos affaires. Donc oui, on va y avoir droit à la sobriété de toute façon, je pense. Il faut quand même savoir qu'en France, les 2/3 de l'énergie qu'on consomme, c'est gaz et pétrole, c'est pas de l'électricité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement significatif dans le mix français. La quantité de pétrole à la disposition de l'Europe a déjà commencé à baisser. L'Europe consomme aujourd'hui 10% de pétrole de moins que ce qu'elle consommait en 2005. Donc la baisse de la consommation de pétrole par les transports en France, c'est pas un effet du Grenelle, c'est un effet de la moindre quantité de pétrole qui est à la disposition de la France année après année déjà. Ça va continuer, et si on ne le gère pas correctement, ça sera de la sobriété subie. C'est-à-dire qu'un appareil qu'on n'aura pas cherché à reconfigurer à temps, craquera. De temps en temps, le craquement fait boum, et malgré les promesses électorales, vous prenez quelques centaines de milliers ou quelques millions de chauffeurs de plus dans la rue, et le pouvoir d'achat baisse, et donc on devient tout à fait sobre. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'on y arrive de l'autre côté sans gérer le système, j'ai déjà dit tout à l'heure que je pensais très fermement que non. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous, puisqu'ici il y a que des militants, acheté du café plus cher au supermarché qui était bio-équitable, je sais pas quoi. Regardez qui achète spontanément du café bio-équitable plus cher dans les supermarchés, 3% de la population. D'une manière générale, quand vous discutez avec les organisations de consommateurs et que vous leur demandez qui achète du plus cher, du propre sur lui, etc., et qui est 3% de la population.
Vous avez déjà une partie significative de la population aujourd'hui qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, donc eux, ils ne vont sûrement pas aller acheter du café bio plus cher, etc. Vous avez un effet que vous connaissez bien aussi, qui est que c'est les gens riches qui habitent en centre-ville, en règle générale, et donc c'est justement ceux-là qui peuvent se débarrasser en premier de leur voiture. Les gens avec des revenus plus modestes, ils sont allés se coller dans du foncier à pas cher, à Perpète-les-Oies, et ils sont devenus dépendants de leur voiture. Donc la sobriété subie très facile, il suffit de ne rien faire. Vous attendez tranquillement assis, et vous l'aurez. La sobriété gérée, c'est une autre paire de manches, et ça ne se décrète pas, ça se gère. Et comme on est tous ainsi faits, qu'on veut des contreparties d'espoir quand on doit retrousser ses manches quelque part, ça se gère dans le cadre de projets positifs. Donc si vous dites aux gens que vous allez être sobre, on cache, vous n'obtiendrez rien. Si vous leur dites on va faire tel truc vachement rigolo à faire, et puis au passage vous allez consommer moins, mais à la limite je ne vous le dis même pas, ça a une petite chance de marcher. Et c'est toute la différence entre les deux, mais pour le moment, je dois dire que le débat public sur la deuxième version, malheureusement, proche de l'électroencéphalogramme. C'est terrible, on va encore être d'accord. Oui, bah, c'est parfaitement vrai, on ne peut pas être contre la sobriété. On peut penser qu'on va de toute façon la subir. On l'a déjà subi, hein, puisque quand on voit le prix de l'essence, comment il a augmenté, c'est pas difficile de se convaincre qu'il faut consommer moins. On sait très bien que l'énergie va se raréfier, donc les prix vont augmenter, et c'est par là qu'on va se retrouver un jour ou l'autre coincé. Il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de réagir en disant de toute façon, continuons à creuser, continuons à prendre ce qu'on peut, ça va forcément nous tomber sur la gueule. Ou il y a aussi la façon de se dire, peut-être dans le long terme, on peut s'y préparer à le prendre dans la gueule. Et de ce point de vue, les réponses ne peuvent pas être blanc ou noir. Et de ce point de vue, puisqu'on parlait d'énergie au départ, ce que l'Allemagne va faire, dans un premier temps, bien sûr, c'est de dire on va rouvrir des centrales ceci au Japon qui sont dégueulasses et qui font des gaz à effet de serre. Mais en fait, la réflexion allemande, et pas seulement celle de Merkel, mais la réflexion des industriels allemands, c'est que d'ici la fin du siècle, on devra, volens nolens, être pratiquement en renouvelable. Alors, ou bien on s'y prépare maintenant, ou bien on attend. Et c'est là, justement, qu'on arrive au problème du nucléaire. Le nucléaire, c'est la garantie qu'on va attendre. Et qu'on va attendre longtemps. Et que dans des pays comme la France, on va attendre toujours. Puisqu'on sait très bien que les plans qui existent, c'est après le nucléaire, après le l'EPR, après ça, après on a ITER. Vous inquiétez pas les enfants, d'ici la fin du siècle, par ce système, quel qu'il soit, on peut y aller, on peut continuer. Le message du nucléaire qui est donné aujourd'hui aux responsables politiques, voire même au peuple, c'est simplement, nous vous garantissons, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, que le nucléaire sera une énergie illimitée, extrêmement peu chère, et que donc si vous ne bougez pas, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, Monsieur le Ministre, ça ne se verra pas d'ici la fin de votre mandat. C'est la garantie que ça peut continuer encore un certain temps. La catastrophe, vous ne l'aurez pas du temps de votre mandat. Et c'est de cette façon-là que je pense que le nucléaire est extrêmement pernicieux, parce qu'il nous engage à ne pas changer notre système. S'il faut le changer, c'est clair que ça va devoir passer par des périodes qui ne seront pas forcément drôles. Personne ne dit qu'il est possible aujourd'hui de remplacer le nucléaire par les renouvelables en 5 minutes. Ça va passer par quelque chose. Mais on a deux façons d'y répondre au niveau économique. On a la façon de M. Sarkozy qui continue le nucléaire et qui nous promet, au mois de mars à Saint-Nazaire, d'investir, la France va investir 13,6 milliards d'euros pour faire 2 grandes fermes d'éoliennes sur les côtes normandes. On peut juger si c'est bien ou si c'est mal. Ou la façon allemande qui est de dire, puisqu'on va quitter le nucléaire, et puisque Siemens l'a compris et a vendu ses parts qu'elle avait dans Areva, les industriels allemands ont changé leur vision et ont une vision d'avenir, la façon allemande se résume à quoi? Sarkozy va dépenser 13,6 milliards pour des éoliennes. Où est-ce qu'ils vont aller 13,6 milliards? Chez les Allemands, c'est le leader en éoliennes aujourd'hui.
Quand on prépare le virage, on se prépare à ce qui va se passer et on peut éventuellement influer. Quand on se pense que ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'il faut continuer à faire, on arrive forcément à une catastrophe. Jean-Marc Jancovici, juste sur ce point précis, le nucléaire, ça induit à ne rien faire, à ne pas développer d'autres formes d'énergie, à ne pas bouger. Sur ce point précis, après, je sais que vous vouliez... Je vois pas la moindre raison pour laquelle ça serait vrai. Pas la moindre. Mais on y reviendra probablement. Moi, ce que je voulais préciser, c'était sur la hiérarchie des fossiles. C'est pas parce que ceux qui ont des fossiles vont creuser ce qu'ils ont que nécessairement l'Europe est bien engagée. Le pétrole est la seule véritable énergie fossile internationale que nous ayons. À peu près les 2 tiers du pétrole extrait dans le monde passent une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Il n'y a rien de plus simple si vous avez l'argent que d'intercepter un pétrolier. Les pétroliers, c'est une petite moitié des bateaux de fort tonnage qui circulent sur la surface des océans du globe. C'est le trafic de pétrole est un trafic maritime majeur. Donc un pétrolier, vous avez l'argent, il s'en allait pour décharger à Rotterdam, vous l'interceptez et il s'en va, il va les décharger en Grande-Bretagne, parce que vous les payez un peu plus cher, il n'y a aucun problème. Le système est fluide. Le gaz, c'est 25% du gaz extrait sur la planète qui passe une frontière avant d'être consommé. Donc c'est une énergie qui est déjà considérablement plus régionale que le pétrole. Et vous ne faites pas un basculement du pétrole vers le gaz comme ça. Ça ne marche pas. Et enfin, le charbon, vous avez un peu plus de 10% du charbon extrait dans le monde qui passe une frontière entre le pays d'extraction et le pays de consommation. Donc le charbon est essentiellement une énergie domestique. Maintenant, si vous regardez le panorama des énergies mondiales, le pétrole, on est au maximum de production actuellement, un peu plus, un peu moins, mais en gros, on est au maximum, et d'ici une dizaine d'années, on va commencer à décliner fortement. Alors, dès lors que vous êtes au maximum de production en plateau, l'effet d'éviction lié à la croissance de la consommation des émergents fait que les pays occidentaux en ont de moins en moins, donc on est déjà dans le déclin en ce qui concerne la consommation dans les pays occidentaux. Et en ce qui concerne le gaz en Europe, le gaz est une énergie régionale, je vous rappelle, 60% du gaz européen vient de la mer du Nord, et la mer du Nord a déjà commencé son déclin. 20% du gaz vient de chez les Russes, qui n'augmenteront pas la quantité de gaz qu'ils vont nous envoyer en valeur absolue. Donc plus les Allemands en prendront une part significative pour remplacer leur nucléaire, et plus les consommateurs français se paieront l'hiver. Et enfin, en ce qui concerne... exactement ça, hein. Et enfin, en ce qui concerne le charbon est une énergie, comme je le disais, très peu mobile. Alors les Allemands ont chez eux, comme je disais tout à l'heure, ils ont des mines de lignite, donc ils vont l'utiliser chez eux. En France, la question de remplacer le nucléaire par n'importe quoi à gaz ou charbon, ça ne passe pas. Donc on peut débattre de est-ce que c'est une bonne idée d'imposer aux Français 40% d'économie d'électricité dans 10 ans, je veux bien en discuter. Par contre, de leur dire qu'on peut sortir du nucléaire et remplacer ça par autre chose, c'est faux, parce qu'il n'y aura pas d'autre chose. Il n'y aura pas de gaz, et il n'y aura pas de charbon. Hein, on ne le remplacera par rien. Si on décide le plan RPS, là, ça sera remplacé par rien, sincèrement. Voilà, et pour finir de répondre à la question qui est est-ce qu'on peut faire en même temps des économies d'énergie et d'électricité et garder du nucléaire? Bien sûr que oui, totalement aucun problème. Le problème de la consommation d'électricité, c'est son prix. Moi, je suis un grand partisan de la régulation du prix par la fiscalité. La fiscalité, c'est de l'argent qui tourne en boucle fermée. Donc c'est de l'argent que vous prenez dans votre poche gauche et vous remettez dans votre poche droite. Et c'est de l'argent qui sert à construire des écoles, des pistes cyclables, des trains, à aider les gens à isoler leurs maisons, etc. Si vous attendez que les chocs pétroliers s'en occupent, c'est de l'argent qui vont isoler les maisons des autres, éventuellement, ou leur permettre d'acheter quelques avions de combat, mais ça ne sert pas aux Français. Donc et je vois encore une fois strictement aucun antagonisme, entre le fait d'avoir du nucléaire. Quand vous regardez les statistiques dans le monde, vous ne voyez pas que les gens qui consomment du nucléaire aient une consommation d'énergie par personne qui est considérablement supérieure à celle des autres. Il n'y a qu'à prendre des Américains qui consomment beaucoup moins de nucléaire que nous en proportion et qui consomment 2 fois plus d'énergie par personne et par an, tout agrégé. Ça va revenir tout à l'heure sur l'idée d'immobilité qu'a vu le nucléaire, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu là-dessus. Je vous propose de prendre la parole, Mme Bushman, qui est présente dans la salle, doit partir, je crois. Donc, simplement essayer. Sur l'immobilité, je peux répondre en 15 secondes. Pour le moment, personne ne sent le souffle rauque de la bête dans son cou. Donc, personne ne sent le souffle rauque de la bête dans le cou. Donc, aucun politique ne s'excite sérieusement sur cette question d'énergie, parce que les politiques n'ont pas compris le lien entre énergie et économie,
et ils ne comprennent pas qu'on est à la veille d'une série de récessions qui vont nous tomber dessus si on s'occupe de rien. Mais c'est ça le problème, c'est pas le fait qu'on ait du nucléaire ou pas de nucléaire. Une chose, essayez de faire en sorte que vos interventions soient brèves. J'imagine que vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole et on essaiera de répondre chaque fois juste après l'intervention. Bonsoir, je vais essayer de brève. Je suis un peu surprise par la teneur du débat et la brutalité des propos. En ce qui concerne ce qui est fait par l'objectif climat, je trouve ça intéressant. Effectivement, c'est intéressant au niveau d'expérimentation, de voir où sont les problèmes, comment est-ce qu'on peut changer son mode de vie. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, ce qui paraît très très essentiel, et tous les politiques ne sont pas des crétins qui ne comprennent pas le lien entre l'énergie. J'ai pas dit des crétins, j'ai dit des ignorants. Des ignorants. Je n'ai pas entendu ignorants, c'est pas tout à fait pareil, vous n'avez pas dit ignorants, mais je partage cela avec vous. Quand on a entendu les propos ces derniers temps à la télévision, on se rend compte qu'il y a un problème de culture en France. Il y a une monoculture nucléaire et que sur les questions d'énergie, les personnes, ni les ingénieurs, ni les scientifiques, n'arrivent à avoir un propos un petit peu alternatif. La seule alternative, le seul scénario alternatif qui existe est celui de mégawatt. 80% de l'espace médiatique est occupé par des antinucléaires. Celui de mégawatt. Vous regardez les statistiques, C'est beaucoup plus facile aux antinucléaires. Je connais 700 journalistes à titre personnel, c'est beaucoup plus facile aux antinucléaires d'avoir accès aux médias qu'aux gens qui veulent essayer de faire comprendre ce que c'est qu'un SIVERT et une particule alpha. Je vous assure. Je suis désolée, je suis plus présente sur le terrain. Et EDF a d'autres moyens d'intervenir, notamment en donnant régulièrement, surtout, des petites subventions, ce qui leur permet d'être présents partout. J'étais samedi au baptême de la nouvelle promotion de l'école d'ingénieurs locale. Qu'est-ce qui a fait le deuxième discours? C'est EDF, et la parole lui a été donnée uniquement parce qu'ils donnent de l'argent à l'école, et comme ça ils peuvent faire la promotion du nucléaire devant les petites têtes de roses, blondes et noires et jaunes qui arrivent dans les écoles. Donc il y a beaucoup de moyens. Ce sur quoi je voulais parler, je ne voulais pas faire de polémique, c'est qu'il y a aussi la question de la politique publique. Là, ce que je partage aussi avec vous, c'est que la situation est de plus en plus difficile, et que nous devons mener des politiques publiques qui permettent au plus grand nombre de se déplacer, par exemple en bus, en tram, qui permettent au plus grand nombre d'avoir des maisons qui soient isolées, qui aient besoin de moins d'énergie, et qu'on fasse des politiques publiques qui offrent la possibilité à chacun de franchir cette étape qui est une étape qui va être effectivement difficile de la manière la moins douloureuse possible. Et ça, c'est des débats qui existent, et le fait qu'il y ait beaucoup de monde présent ici ce soir, ça veut dire aussi qu'il y a la volonté de contribuer à cette réflexion, et là, nous pouvons quand même être, du point de vue démocratique, tout à fait tourner vers l'avenir. Merci beaucoup. Pour savoir s'il y a du gaz exploitable techniquement et économiquement, avant d'aller voir, il faut quand même savoir que dans le monde pétrolier, quand par la sismique, vous pensez que vous avez trouvé un truc intéressant sous le sol, et que vous faites un puits d'exploration derrière, vous en avez 3 sur 4 qui sont sans résultat. Donc il ne suffit pas de regarder en surface, il faut vraiment aller voir en dessous pour comprendre un peu ce qui se passe. Le dernier point technique que je voudrais donner, c'est que comme on a affaire à une roche extrêmement peu perméable, les gaz dits de schiste s'exploitent avec des forages qui sont très rapprochés les uns des autres. Donc en surface, c'est pas terrible, parce que vous faites un haut patch dans la forêt ou dans je sais pas quoi, tous les quelques centaines de mètres pour aller envoyer un puits en profondeur et fracturer la roche. Les États-Unis ont pu faire ça parce qu'il y a un droit minier très particulier aux États-Unis qui est que le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol. Donc si j'appliquais le droit minier américain à Strasbourg, n'importe qui peut dans son jardin faire un forage pétrolier sans rien demander à personne. Vous plantez un derrick et vous allez chercher 4000 mètres sous terre, donc rien de bien. En France, c'est pas comme ça que ça marche. Dès que vous voulez descendre plus de 10 mètres sous le sol, vous avez une concession minière à demander à l'État. Donc l'exploitation des gaz de schiste est un système, enfin des gaz de schiste, de n'importe quoi qui se trouve dans le sous-sol, peu importe, est un système qui implique l'État, qui dit oui, qui dit non, comme on l'a constaté dans le débat français. En tout état de cause, compte tenu de la vitesse à laquelle va décliner la mer du Nord une fois qu'elle aura passé son pic, enfin là on est à un plateau, mais ça va rapidement, une fois que la Norvège aura passé son pic, ce qui va arriver dans pas très longtemps, le fait qu'on exploite en France des gaz non conventionnels ou pas, à mon sens, vu les ordres de grandeur, il est peu probable que ça compense le déclin de la production de la mer du Nord. Ça peut adoucir la pente. Alors après, l'arbitrage, il est entre environnement et social. C'est-à-dire que, ou bien vous fichez un peu plus vite l'environnement pour préserver un approvisionnement énergétique qui permet à une machine économique de tourner en l'état, sans l'avoir reconfiguré,
et donc vous préservez un peu de casse sociale, ou bien vous dites vraiment la casse sociale maintenant c'est pas le sujet, ce qui est le sujet c'est le fait que dans 10, 20, 30, 40, 50, 200 ans on sera dans un truc infernal, et à ce moment je dis non au gaz de schiste. Mais le débat il se présente comme ça, et du coup évidemment c'est un débat qui n'est pas simple, parce que vous n'avez ni envie d'un environnement monstrueusement dégradé, ni envie de voir un peu plus les gens au chômage autour de vous, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pour la personne qui est maintenant partie, mais c'est toujours comme ça, qui est que, puis ils vous disent tous, toujours, c'est pas parce que c'est pas intéressant, mais j'ai autre chose à faire. Donc c'est un débat vous êtes pris en tenaille entre deux aspirations contradictoires, et du reste le débat énergétique il est toujours de cette nature. C'est-à-dire que vous êtes pris en tenaille entre deux aspirations contradictoires dont aucune n'est triviale. Voilà. Mais au moins il y a débat. Mis à part le problème technique des gaz de schiste, en fait le problème il est là. Est-ce que le fait d'avoir de l'énergie doit forcément tout excuser, tout permettre? Et on en est complètement dans ce problème. Dès le moment où je veux prendre quelque chose pour en tirer de l'énergie, je vais avoir efficacité, déchets, risques, dangers, tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut faire le compte. Donc aujourd'hui, pour les gaz de schiste, on fait le compte et on dit on privilégie l'environnement et le futur en faisant pas de gaz de schiste. Peut-être que demain, sous la pression, entre autres économique, on va changer d'avis. C'est possible. Et pour revenir au débat du début, sur toute forme d'énergie, le nucléaire en particulier, on est dans le même débat, en fait. Simplement, il y a ceux qui, comme quoi que les risques, les dangers, les conséquences négatives surpassent largement les avantages, et d'autres qui pensent que c'est pas vrai, que les avantages surpassent encore les conséquences éventuelles négatives. C'est un exemple très intéressant de ce point de vue-là, les gaz de schiste, plutôt social que technique. Si on applique cet exemple au nucléaire, l'idée de faire les comptes, c'est justement l'un des nœuds de vos dissensions, c'est-à-dire qu'en faisant les comptes, vous n'arrivez pas au même résultat. Alors sans entrer dans une bataille de chiffres, parce que c'est pas l'objet, qu'est-ce qui fait que vous arriviez à des totaux tellement différents dans l'évaluation des risques concernant le nucléaire? Sans parler même du retraitement des déchets. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, vous, Jean-Marie Brom, disiez que le nucléaire est une mauvaise chose, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social que sur le plan environnemental, et vous, Jean-Marc Jancovici, dites le contraire. Simplement sur les... En reprenant, si vous voulez, le passé, pourquoi est-ce qu'on a justifié au départ le nucléaire? Je ne passe pas sur la grandeur de la France, la grandeur du pays, etc., ou même les accointances nucléaires militaires, nucléaires civils. Au départ, ça a été fait pour répondre à ce qu'on pensait être une crise de l'énergie, crise du pétrole, et à une demande qu'on envisageait être un doublement de la consommation électrique tous les 10 ans, ce qui s'était passé à peu près depuis les années 1960. Ces avantages-là existaient puisque l'uranium était produit sur place, on avait de l'uranium en France. Notre industrie, Jeumont-Genève, Creuse-Loire, les grands sidérurgistes étaient parfaitement capables de concevoir et de construire ces centrales nucléaires. Le CEA, avec Framatome, même sous licence américaine, pouvait développer un nucléaire français. On savait, parce que c'était l'ère du temps, que le nucléaire allait se développer partout. Donc on vendrait, économiquement parlant, c'était intéressant, on vendrait. Et à l'époque, les quelques petits problèmes qui pouvaient se poser avec le nucléaire, qui étaient des problèmes de déchets éventuellement, qui étaient des problèmes de durée de vie du nucléaire et donc d'avantages versus risques, et les problèmes qui soit n'étaient pas encore compris, et on verra plus tard. Je me souviens qu'en 1974, Louis le Prince Ringuet, grand scientifique de l'éternel, disait à la télévision, il y avait une émission à l'ERTF de sciences, l'énergie nucléaire ne pose aucun problème, le problème qu'elle posera à terme sera évidemment les déchets nucléaires, puisqu'on ne brûle pas complètement l'uranium, l'uranium, mais avant que ce problème en soit réellement un, les scientifiques auront trouvé la solution. Très bien. Et c'était parfaitement crédible. Il y avait aussi le plan Mesmer qui est arrivé quelques années après, qui a été de dire l'énergie électrique, c'est la seule énergie que nous possédons sur place. Nous n'avons pas de pétrole, nous avons peu de gaz.
Le gaz on était déjà en voie de finition, nous n'avons pas un charbon de bonne qualité. Il faut aller vers un pays tout électrique. C'était dans le projet Mesmer de 73, écrit noir sur blanc. Donc on peut comprendre tout cela. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, 30 ans après Three Mile Island, après Tchernobyl, après Fukushima, après les mines, après la réponse qu'on a sur les déchets, après les non-réponses qu'on a sur la sûreté et la sécurité, et après avoir vu un système politique et social hyper centralisé, non transparent, se mettre en place, on peut commencer à se dire, il est temps de passer à autre chose. Les questions que le nucléaire posait n'ont toujours pas de réponse. Les avantages qu'on pouvait en tirer à l'époque n'existent plus. Nous importons l'uranium en totalité de l'étranger, et ça justifie en partie notre belle politique africaine. Donc, le nucléaire est passé d'un problème bêtement d'énergie et de finance ou d'économie à un problème général de politique et un problème social. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Et ne le voir que sur le plan économique, c'est, ce que je disais, c'est garantir sa pérennité. C'est dire de toute façon, le nucléaire, techniquement, c'est beaucoup d'énergie dans une densité énergétique énorme. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'énergie, on peut en consommer de plus en plus. Et on voit que la France, à l'instar des autres pays du monde, n'a pas vraiment infléchi sa consommation énergétique depuis pas mal de temps. Si, elle n'a, comme de l'ensemble des pays du monde, elle a infléchi en 2009-2010, moins 1,3%, c'est la crise bancaire mondiale. D'accord avec toi, c'est pas le problème de l'énergie qui nous fait consommer moins, c'est le problème des banques. Bon, ça c'est autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, simplement, le nucléaire, on peut passer à autre chose, ça ne répond pas, ça pose plus de questions. Et une analyse simple que je fais, qu'on peut évidemment contredire, c'est si je fais le bilan avantage, risque, nuisance, déchets, question non résolue, même économie, c'est fini, on passe à autre chose. C'est pas plus bête que ça. Alors, je vais donner aussi ma vision de l'arbitrage des risques. Je vais commencer par le point sur lequel on est d'accord. Je vous rappelle que l'énergie en physique, c'est par définition la marque du changement. L'énergie, c'est la grandeur qui se manifeste quand un système change d'état. Donc, vous n'avez pas d'énergie sans changement et vous n'avez pas de changement sans énergie. Donc, utiliser de l'énergie ou changer le monde, c'est pareil. De ce fait, les questions associées à l'énergie sont toujours des questions d'ordre de grandeur. Si on consommait sur Terre 50 fois moins d'énergie que ce qu'on se consomme aujourd'hui, on pourrait utiliser que du gaz, du pétrole et du charbon, on se porterait très bien merci, et on n'aurait aucun problème, ni de ressources, ni de climat, ni de rien. Donc c'est pas un problème de nature d'énergie, c'est un problème de nature plus ordre de grandeur. Et on ne peut jamais oublier les ordres de grandeur qui sont en jeu. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes dans une situation donnée, même si, comme disait Tigibus, si j'avais su, j'aurais pas venu, vous ne pouvez jamais omettre de mettre en balance le risque de continuer à utiliser de l'énergie avec le risque de supprimer cette énergie. Je vais vous donner un exemple idiot. On peut dire, l'électricité dans le monde, comme c'est aux 2 tiers des combustibles fossiles qu'on utilise pour la faire, et que les combustibles fossiles c'est mauvais pour le climat, demain matin je supprime l'électricité dans le monde. Demain matin, pour toujours. Plus de banques, plus de chaînes du froid, plus de pompes, donc plus d'eau et plus d'évacuation des eaux, plus de transport, parce qu'à un moment ou à un autre... Tu veux parler du gaz et du charbon? Non, mais à un moment où on ne peut plus pomper, le gaz et le charbon fournissent les 2 tiers de l'électricité mondiale, je viens de le dire. Donc vous avez, voilà, donc vous n'avez plus rien, d'accord, et ça, je sais pas, ça fait dans les pays développés, 20 ou 30% de mortalité instantanée. France, par exemple, avec ce genre de truc, c'est comme Barjavel l'avait imaginé dans Ravage, vous tuez n'importe quoi, enfin quelques millions, 20 millions de personnes. Un argument trivial. C'est un argument trivial, peut-être. On ne jamais, du jour au lendemain. C'est... Non, je peux finir mon développement. Est-ce que je peux finir mon développement? Oui, ça m'énerve là. Bah, ça vous énerve peut-être, mais je vais quand même. Je suis désolé, c'est pas quelque donc, je voudrais finir en disant le risque d'avoir de l'énergie et le risque de ne pas avoir d'énergie que j'ai illustré là avec un cas extrême, mais pour bien faire comprendre qu'il y a aussi des risques liés au fait de ne pas avoir de l'énergie. C'est jamais un débat dont on peut sortir avec des arguments triviaux, et là, j'espère avoir répondu à votre objection. Enfin, pour une quantité d'énergie donnée, et c'est là qu'on va plus être d'accord, la question c'est, est-ce que je préfère utiliser une énergie A, une énergie B, une énergie C ou une énergie D?
C'est ça la bonne question. Et là, mon point de vue, c'est que pour une quantité d'énergie donnée, le nucléaire présente moins de risques que les fossiles et que l'alternative au nucléaire aujourd'hui, parce que c'est comme ça dans le monde, c'est les fossiles. Donc rien n'empêche, absolument rien n'empêche à mon avis, de développer les deux en parallèle, le nucléaire et les renouvelables. Je vois absolument aucune raison de le faire, et du reste, et les économies en même temps, parce qu'on en a besoin, donc on a besoin des trois. Et il y a même un certain nombre de pays qui ont du charbon et qui n'ont pas l'intention de se soucier de ce que pensent les Français, qui sont contre-foutent des Français, et qui ont l'intention d'utiliser leur charbon. Et si ces gens-là peuvent utiliser le charbon en mettant le CO2 sous le sol, même si c'est sale, eh ben, je pense qu'il faut les aider à le faire, parce que sinon, de toute façon, ils se contrefoutent de ce qu'on deviendra nous. C'est-à-dire la Chine se contrefout de ce que devient la France. Il faut être très clair. Hein. Et vice-versa, peut-être. Mais en tout cas, au moins dans ce sens-là, c'est sûr que c'est vrai. Ensuite, en ce qui concerne les dangers comparés des deux énergies, j'aimerais juste faire une remarque. Il existe deux commissions onusiennes dans le monde. Il y en a une dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le GIEC, et qui a le mandat de faire l'évaluation de ce que raconte la science sur le changement climatique induit par les hommes et les conséquences possibles. Il y en a une autre dont vous avez peut-être moins entendu parler, qui s'appelle l'UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, qui existe depuis 1955, donc elle a un peu plus de 30 ans de plus que le GIEC. Et elle fait l'évaluation de ce qui se raconte dans la littérature scientifique à comité de lecture sur les questions des rayonnements ionisants, c'est-à-dire ce qu'on appelle la radioactivité. Vous pouvez aller sur son site, unscar.org, je n'ai pas l'intention de vous dire à leur place ce que vous y trouverez, allez voir et allez regarder, et posez-vous la question, est-ce que j'ai une raison particulière de penser que deux commissions onusiennes qui ont exactement le même mandat, c'est-à-dire non pas refaire la science, mais faire une évaluation de ce qui est publié dans les revues scientifiques à comité de lecture, peut être, à ma gauche, non acheté par le pétrole et le gaz et le charbon qui représentent 5 000 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires dans le monde, et à ma droite, être acheté par le nucléaire qui doit représenter entre 1 et 2% de ce montant. Voilà. Posez-vous la question. Parce que le nucléaire, c'est 1 à 2% de ce que représentent les combustibles fossiles dans le monde. Donc, voilà. Donc, simplement, et je vais finir par une remarque très provocatrice, en relation avec ce que je disais tout à l'heure sur les médias. Le problème en ce qui concerne le débat sur le nucléaire, c'est qu'il est assis sur tout un tas de choses qui sont fausses, voire un peu fausses, très fausses, et les médias, en gros, fournissent une information qui viole ce que c'est qu'une étude épidémiologique, ce qu'on trouve dans la littérature, et confondent un certain nombre de trucs, et ça, les Européens font pareil. Vous savez, toutes les normes en Europe sont le résultat de l'assimilation entre le seuil de détection et le seuil de dangerosité. Si je détecte, alors c'est mauvais, et donc je colle une norme en disant que ça doit être en dessous du seuil de détection. Bon, et en ce qui concerne la radioactivité, on est en plein là-dedans, j'en détecte, je vais mourir demain matin. Malheureusement, le débat est un peu plus compliqué que ça. Allez-y, monsieur le parle-chef. Est-ce que Fukushima vous a fait changer votre vision en tant que peu? Allez faire votre débat Fukushima, là, allez voir. Est-ce que Fukushima m'a fait changer d'avis? C'est ça la question. La réponse est non. Et je vais vous répondre, en plus de ce que j'ai déjà dit, juste avec un exemple. Vous prenez le barrage des Trois Gorges, qui est une énergie parfaitement renouvelable, on a déplacé 1 million de personnes, de manière délibérée. Vous prenez Fukushima, qui est un accident, intervenant dans le cadre d'un tsunami qui a tué entre 20 et 30 000 personnes hors du site de Fukushima, et ça a déplacé, je pense, entre 50 et 100 000 personnes. Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'arbitrage entre les risques. Le charbon tue tous les ans entre 5 et 10 000 personnes dans les mines, sans parler des millions ou milliards, parce que je ne sais pas où se situe le curseur entre les deux, qui sont tués par le changement climatique à suivre. Donc je pense que dans l'arbitrage des risques, encore une fois, le fait d'utiliser du nucléaire, même avec un accident de temps en temps, même si c'est pas drôle pour les gens qui vivent l'accident, c'est complètement mieux. De temps en temps, il y a des accidents. Donc, j'utilisais tous des voitures, de temps en temps, il y a des gens qui en veulent. Maintenant, vous continuez à utiliser des voitures. Moi, rentrons pas trop dans le plan moral, parce que d'un côté ou de l'autre, sur les victimes de l'un ou de l'autre, on en est dans des chiffres qu'on peut accepter ou qu'on peut refuser. C'est plus un problème, c'est pas un problème de mathématiques ou d'expertise, mais c'est un problème beaucoup plus moral. Je me souviens de Sherpak qui disait, et c'est vrai aussi, les chiffres sont là, et ça c'est la gloire du nucléaire un petit peu, les chiffres sont là, le nucléaire tue beaucoup moins de gens que le cancer du tabac. Pourquoi est-ce que Greenpeace attaque au tabac plutôt qu'au nucléaire? C'est ce genre de chiffres. Je pourrais aussi dire,
Le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est à peu près 2 mm par an dans les océans, 3 mm, un petit peu plus. Eh bien, dans une centaine d'années, on nous prévoit, le GIEC nous prévoit entre 1 et 2 mètres. Finalement, c'est pas beaucoup, parce que les océans font des 10 000 mètres de profondeur, 2 mètres de plus ou de moins, c'est pas bien grave. Donc, ce genre de truc, moi, je rentre pas dedans, parce que c'est un peu trop facile. Ceci dit, à part le fait que tu viens de parler très gentiment des limites qu'on met, en disant, dès qu'on est à la radioactivité, on pense que c'est dangereux. Quand tu regardes la loi telle qu'elle est faite, les limites, quelles qu'elles soient, telles qu'elles sont faites, les limites sont faites. Tant qu'on ne sait pas que c'est dangereux, on peut y aller. Et l'USCAR, comme n'importe qui, étudie évidemment les effets des radiations pour pouvoir aider à poser d'éventuelles limites. Le gros problème qu'on a là-dedans, c'est qu'on manque furieusement d'expérience. Est-ce qu'il faut attendre beaucoup d'accidents nucléaires pour savoir si c'était dangereux ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'avoir un système gardé? Dans le genre scientifique, on arrive même à des aberrations qui ne sont pas fausses scientifiquement. On ne peut pas en juger, comme le disait le président de l'Académie des sciences. Finalement, l'être humain a progressé par mutation spontanée. Le meilleur moyen d'avoir une mutation, c'est la radioactivité. Il est donc prouvé qu'un peu de radioactivité fait du bien l'espèce humaine. Je cite, et toi tu étais aussi au laboratoire aussi. C'est Tuviana qui a dit ça. C'est Tuviana qui l'a dit. Pas l'Académie des sciences. Non, de médecine, pardon. Je viens de qualité de médecine. Oui, c'est Alec, c'est autre chose. Non, simplement. Gaffe aux problèmes de l'ignorance, gaffe aux problèmes des chiffres, etc. Moi, j'accuse pas les autres parce que vous ne comprenez pas forcément les chiffres, vous ne savez pas ce que c'est qu'un cyber, un REM, un Becquerel et compagnie, que forcément, il y a une vérité qui se passe. Le nucléaire a cet avantage énorme. Regardez, il ne ment jamais. Mais il ne dit jamais que la moitié de la vérité. Ça dépend des types. Alors là, je suis dans les commissions, je suis dans assez de commissions pour pouvoir t'en parler. Pourquoi ce côté français, uniquement français, par rapport à l'atome? Ailleurs, en Europe, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a une religion spéciale dans la Ve République? Oui. Alors, si on parle un peu de ce qui se passe dans les autres pays, la France a une particularité jusqu'à l'époque où, je pense que c'était la Lituanie qui avait un réacteur nucléaire qui a été fermé, le RBMK. La Lituanie était au-dessus de la France en pourcentage d'électricité provenant du nucléaire. Vous savez, un réacteur, et c'était toute la Lituanie, c'était des personnes, donc c'était à 100% de nucléaire. Mais sinon, la France est le pays où le taux de la proportion de nucléaire dans l'électricité est la plus élevée. Et comme vous savez que nous autres Gaulois n'aimons rien d'autre que de nous ériger contre tout ce qui est gros, je pense que ça participe du fait que les débats sur le nucléaire occupent une place sympathique dans notre cœur. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, vous avez des évolutions qui sont extrêmement contrastées. Vous avez des pays qui ont dit on va en faire, et qui à la suite de Fukushima n'ont pas du tout changé d'avis. Vous avez des pays qui avaient l'intention, pour lesquels c'était plutôt déclinant, et qui ont décidé de remettre un coup d'accélérateur, et qui, après Fukushima, persistent dans cette voie. Vous avez notamment des voisins anglais qui sont dans cette catégorie. Vous avez... Ça, c'était une des travaux pratiques. Vous avez un pays comme l'Allemagne qui en avait un peu, qui a décidé de s'en passer. Vous avez un pays comme la Suisse qui a 2 centrales et qui a dit qu'ils allaient s'en passer et qui, à mon avis, n'en font rien. Vous avez un pays comme la Suède qui, en 1980, a fait passer un référendum disant qu'ils allaient arrêter et qui, depuis, a décommissionné une centrale qu'ils auraient décommissionné de toute façon parce que l'autorité de sûreté aurait dit que la période était terminée. Et pour le reste, ils ont touché à rien, etc. Donc les évolutions, les États-Unis, Obama a dit récemment qu'il n'avait pas du tout l'intention, et à mon avis c'est un conservateur encore moins que lui, d'arrêter de s'en occuper. Donc vous avez des évolutions qui sont extrêmement variables. La seule chose qui est très propre à la France, c'est que dans notre pays dans lequel on aime bien les grands projets menés par l'État, et il n'y a pas que le nucléaire qui soit comme ça, hein, l'infrastructure ferroviaire c'était pareil, l'infrastructure des routes c'était pareil, etc. On n'a pas fait les choses à moitié, mais encore une fois, c'est pas propre au nucléaire. On est quand même dans un pays dans lequel, quand l'État prend les choses en main, il est bien de ne pas faire les choses à moitié.
et c'est encore une fois pas propre au nucléaire. Donc on a et du coup on a une spécificité française qu'on va retrouver dans ce truc-là, mais c'est encore une fois pas propre au nucléaire, c'est propre à la culture. Est-ce qu'on n'a pas besoin de rallumer la lumière? C'est pas la peine. Non, oui, première chose, d'accord avec Jean-Marc, sur la culture, oui, on est quand même le pays qui a fait le bebop, qui a fait le Minitel, qui a fait la télévision en couleur sécale, mais qui s'est enfoncé dedans en disant, comme on est français, on est les meilleurs contre tout le monde, donc forcément, notre nucléaire est meilleur. Comme l'a dit M. Sarkozy, notre nucléaire est plus cher parce que c'est le plus sûr du monde. Comme l'a dit Canard enchaîné, les lettres partant de chez Fillon disant s'il était un peu moins sûr, il serait moins cher, on pourrait mieux le vendre. Ça, c'est quelque chose. Ah, c'est pas faux, bien sûr que c'est pas faux. Ceci étant, c'est pas la seule chose. Encore une fois, quand Jean-Marc fait l'analyse de ce que font les différents pays dans le monde, c'est de l'interprétation. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau européen, en prenant que les pays d'Europe, il y a 4 pays qui ont clairement manifesté que leur programme nucléaire continuait. C'est Finlande, France, Bulgarie, Slovénie. Les autres pays, une bonne partie, 17, ne sont jamais entrés dans le nucléaire. C'est l'Autriche, par exemple, le Luxembourg. Je ne sais pas ce qu'il faudrait le nucléaire. C'est pas le même problème. Ou d'autres pays comme la Belgique, qui en 91 a dit qu'ils ne faisaient plus de centrales et laissaient s'éteindre, même à long terme, les autres, c'est ce que font les Allemands, c'est ce qu'ont décidé les Suisses, dire je ne pense pas qu'ils le feront, moi je ne sais pas, hein. Peut-être qu'ils le feront quand même, qu'ils arrêteront le nucléaire. Mais il y a 4 pays qui continuent le nucléaire, 17 pays qui ont dit qu'ils arrêtaient le nucléaire, et les 8 qui restent n'ont pas pris position. Simplement, le Royaume-Uni, après Fukushima, a gelé ses programmes de construction. On verra plus tard, probablement quand l'opinion publique sera un peu retombée et qu'ils pourront le glisser discrètement. Les États-Unis, qui n'avaient rien construit de neuf depuis 1979 et Three Mile Island, ont effectivement relancé leur programme. Il y a un an, quand j'étais aux États-Unis, on annonçait 15 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, ils ont remis en marche un chantier qui avait été arrêté en 1979. C'est vrai qu'il est confié à Areva, donc on est vachement content. Areva continue à bosser. Mais c'est ça. Si le renouveau du nucléaire, c'est ça, on est vachement en retard, parce qu'il faudrait le vendre mieux. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, oui, c'est un problème de culture. La France est peut-être incapable de réaliser et de constater que il est temps de passer à autre chose, qu'on ne s'est peut-être pas fourvoyé forcément, mais qu'on ne peut pas être les seuls dans le monde à avoir toujours raison. Justement, comme je pense qu'on est tous un peu là pour avoir des réponses aussi, et savoir vers quoi on va, est-ce qu'on peut essayer de répondre en 2-3 minutes? Qu'est-ce qu'on fait selon vous, selon chacun d'entre vous? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on garde un peu de nucléaire? On s'en débarrasse complètement? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de ce que les électeurs veulent avoir comme vitesse de décroissance de leur pouvoir d'achat. Les électeurs, on leur demande de toute façon, c'est pas un problème. Je pense pas que beaucoup de Français prendront la mesure au niveau de leur bulletin de vote avec l'option nucléaire française. Je pense pas que ça jouera vraiment un grand rôle. Les médias chargeront d'autres choses. Les politiques aussi d'ailleurs. Non, moi je pense, c'est aussi sujet à caution, je pense que le nucléaire, il n'y a pas le choix. Ou bien on le continue, ou bien on l'arrête. Le continuer à moitié, c'est le continuer. De diminuer, lancer moins de fois les dés, ne fera pas beaucoup diminuer vos chances de faire un double 6. C'est la probabilité. Le dernier ne pouvait pas aussi là-dedans. Donc, pour moi, c'est ou on l'arrête, ou on le continue. Personnellement, je pense qu'il est possible, techniquement, politiquement, socialement, tout ce que tu veux, de l'arrêter. Je pense qu'il faut le demander aux Français, mais le demander de façon intelligente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la décision politique de mettre à l'étude la sortie du nucléaire, alors on peut l'étudier sérieusement, avec tous les experts possibles, et en tirer, c'est aussi ce qu'on peut essayer de voir, les conséquences. J'irai pas aussi rapidement que de dire baisse du pouvoir d'achat, donc
Simplement, si on en sort aujourd'hui, c'est une catastrophe énergétique, sociale et financière, c'est vrai. Si on en sort dans 15 ans, qu'est-ce qu'on devra subir comme avanie, vu les avantages? Si on en sort dans 20 ans, qu'est-ce qu'on devra subir, etc., etc. Si on en sort dans 40 ans, et là on peut demander aux gens ce qu'il en est. N'attendez pas de moi, simple scientifique, que je vous dise « Ouais, c'est facile d'en sortir, il suffit de ». Non, il n'y a pas de « il suffit de ». Il y aura des changements majeurs au niveau de la société, de notre approche de la consommation, croissance, PIB, énergie. Il y aura des changements. Est-ce qu'on veut les subir? Peut-être, peut-être pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Techniquement, oui, c'est possible. On a pu vivre sans nucléaire, on pourra vivre sans nucléaire de nouveau. Il y aura des choix à faire. Moi, je peux pas mettre tout ça. Si je peux compléter un peu le cahier des charges, on a pu vivre sans nucléaire, évidemment, on peut vivre sans nucléaire, il n'y a strictement aucun problème là-dessus. Le reste, on peut vivre avec 6 degrés de changement climatique aussi. La question, c'est combien de personnes, quelle espérance de vie? C'est juste ça les deux questions. Mais il est évident que l'humanité survivra très bien. De toute façon, on a du bon côté, t'inquiète pas, nucléaire ou pas, il suffit qu'avec quelques millions d'individus, on préserve l'espèce. Ça, c'est pas la question. Je voudrais juste donner quelques éléments supplémentaires de cahier des charges. Je rappelle que le pétrole, qui reste la première énergie consommée dans le monde en énergie finale, 40% de l'énergie finale consommée dans le monde, et même en France, est sur le déclin. Donc, quel que soit le plan que vous envisagez pour l'avenir, c'est déjà avec une marge de manœuvre en termes de consommation d'énergie qui baisse. Le gaz va être sur le déclin. Donc, c'est une deuxième marge de manœuvre qui, quoi que vous fassiez sur le nucléaire, baisse. Avec la manière dont est bigorné le système économique aujourd'hui, ces deux baisses-là vont se traduire par des récessions. Et ces récessions, ça signifie quoi? Ça signifie que la possibilité pour les particuliers de financer plus facilement des nouveaux dispositifs qui consomment moins d'énergie baisse. Vous avez qu'à voir ce que devient le marché des voitures particulières quand vous avez un choc pétrolier, il s'effondre tout de suite, le marché des voitures d'occasion, pardon. Tout de suite il baisse, parce qu'à partir du moment où votre voiture consomme trop de pétrole, personne ne veut vous l'acheter pour que vous en achetiez une qui consomme moins, donc ce que vous aviez en portefeuille, ben, c'est un write-off immédiat, l'argent que vous aviez, vous l'avez plus. Exactement pareil pour votre logement, si votre logement est chauffé au gaz et qu'il n'y a plus de gaz dans les tuyaux, eh plus personne ne vous achète votre logement, et donc vous n'avez pas la possibilité de déménager pour aller vous mettre ailleurs, ni la possibilité de récupérer de l'argent pour isoler votre maison. Donc quand vous êtes en période de récession, la prochaine est pour l'année prochaine, réfléchissez-y bien quand vous voterez, et la suivante, elle est à mon avis pour 2014 et 2015, vous n'aurez pas, encore une fois j'insiste, vous aurez un contexte économique de plus en plus tendu, c'est à peu près évident pour moi que la France va perdre son triple A, donc vous aurez un contexte économique de plus en plus tendu, et l'accès aux capitaux, tant privés que publics par appel au marché, va se trouver de plus en plus difficile. Maintenant la question c'est, est-ce que dans ce genre de contexte, qui n'est peut-être pas le contexte bisounours, mais qui est celui dans lequel on se trouve, on choisit d'en rajouter en sortant à vitesse accélérée d'un truc qui, à mon sens, ne présente pas les risques que présentent les deux autres formes d'énergie dont je viens de parler, je pense que c'est pas raisonnable, c'est-à-dire que je pense que le prix à payer est considérablement trop élevé, et le prix à payer, c'est une déstabilisation majeure du système. Je vais vous donner deux indications. Plus on conserve des combustibles fossiles qui ne sont pas chez nous pour faire tourner la machine, et plus on augmente le risque de guerre. Je ne pense pas que la France soit allée en Libye juste par problème des droits de l'homme, et je ne pense pas que les Américains soient allés au Koweït et en Irak juste pour un problème des droits de l'homme. Donc il faut bien voir que tant qu'on reste dépendant des énergies fossiles, on augmente le risque que vos gosses connaissent la guerre, c'est très clair. Je pense que c'est infiniment supérieur comme inconvénient au risque que l'on doit évacuer quelques centaines de kilomètres carrés de terrain une fois tous les 20 ans. Pardonnez-moi d'être aussi cru, mais l'époque, on est à la croisée des chemins. Le choix maintenant se pose dans ces termes-là. Il ne se pose pas entre c'est sympathique d'avoir une éolienne ou c'est pas sympathique. On est vraiment à la croisée des chemins. Et donc je pense qu'à cette croisée des chemins, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la question? Je pense qu'on a vraiment besoin d'une espèce de plan Marshall, on a besoin d'une espèce d'économie de guerre, dans laquelle on a 3 marges de manœuvre à notre disposition. 1, les économies d'énergie, mais dont il faut bien voir qu'elles seront considérablement plus faciles à faire dans la chaleur que dans le mouvement, parce que la chaleur, on peut considérablement baisser sans trop obérer le pouvoir d'achat des gens. En gros, si j'isole correctement les logements, je peux conserver les mètres carrés par personne que j'ai aujourd'hui, c'est pas très difficile, techniquement on sait faire, c'est économiquement, on peut envisager qu'économiquement ça soit rentable. Sur le mouvement,
c'est beaucoup plus difficile, parce que si je divise par 3 la puissance des machines industrielles, en gros, je divise par 3 le flux industriel en sortie, et donc je multiplie par 3 le prix des tasses, des chaises, des casseroles et des pulls. Donc c'est plus difficile. Non, mais ça sera plus difficile. Mais de toute façon, la première priorité, de très loin, c'est les économies d'énergie, c'est très clair. Et là, il faut faire des choses qui sont un peu audacieuses à grande échelle, même si on est en France et qu'on n'aime pas ça. Voilà. Et dans les énergies résiduelles qu'il faut utiliser, il y en a, à mon avis, 2 qui sont très intéressantes. Le nucléaire, je persiste et signe. Et en France, la biomasse, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du bois, du méthane, etc. Le solaire photovoltaïque, vous oubliez. L'éolien, ça fera une marge d'ajustement, mais pas beaucoup plus. L'hydroélectricité, on est au taquet. Donc, une fois que vous avez fait le tour de ce qui est faisable, vous vous rendez compte que le gros gisement, il est dans la biomasse. Et là, on va rebondir sur un truc qui a été dit tout à l'heure. En gros, si on imagine que les éleveurs de bœuf se reconvertissent pour une partie en éleveurs de cochons et de poulets, et qu'on libère à due concurrence les surfaces qui sont plus nécessaires pour nourrir ces bestiaux, il faudra aussi que vous mangez moins de yaourt qu'un jour rien, et moins de fromage, eh bien on peut dégager une quantité très significative de terre pour produire des choses qui peuvent servir à des usages énergétiques. Mais vous voyez que là, on n'est plus dans des trucs qui sont locaux nécessairement ou uniquement gérés de manière locale, et on n'est pas nécessairement dans les énergies renouvelables auxquelles vous pensez en premier quand vous lisez le journal. Donc, économie d'énergie, oui, mais ça passera par une hausse des prix, il ne faut pas se raconter l'histoire. Et derrière, nucléaire et renouvelable, je pense qu'il ne faut pas d'exclusive. Et pour finir sur cette provocation, je pense que si l'argent qu'on avait mis en France sur des panneaux photovoltaïques, on l'avait donné à Alstom pour qu'ils aillent séquestrer du CO2 sur 10 centrales à charbon chinoises, on aurait mieux utilisé l'argent du contribuable. Comme prévu, bah, c'est les points de convergence et les points de dissension dès le moment où on parle d'énergie. Oui, les solutions, c'est les économies d'énergie d'abord, ça c'est évident. C'est-à-dire, par économie, je dirais plutôt efficacité. Utiliser mieux l'énergie plutôt que la gaspiller, parce que c'est beaucoup de gaspillage. 2, c'est bien évidemment, en France tout au moins, la biomasse, c'est la seule énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas, c'est pas le problème, contrôlable qu'on a. C'est-à-dire on peut jouer dessus. Les renouvelables, naturellement, je pense, simplement la différence qu'on a, c'est que pour moi, le nucléaire, compte tenu de tout ce qu'on a dit, ne fait pas partie de ce mix énergétique. Et pour Jean-Marc, il en fait forcément partie. Pour moi, il n'en fait pas partie, il ne peut pas en faire partie. Je pourrais rajouter, que bon, ça n'apporterait rien au débat, comme tu dis, et tu as raison, le pétrole est en voie de s'épuiser, il ne sera pas éternel. Le gaz est en voie de s'épuiser, il ne sera pas éternel. Le charbon s'épuisera un jour ou l'autre. Alors évidemment, les experts, quand on regarde n'importe où, sur n'importe quel site, sur n'importe quelle compagnie, on voit des chiffres qui sont un peu différents, mais en gros, dans 200 ans, ça ira extrêmement mal. Tu es d'accord avec moi? Il ne faut pas l'attendre pour charbon. Il ne faut pas l'attendre pour n'importe quoi. Bon, le nucléaire aussi. Hein. Aujourd'hui, on nous dit que le nucléaire, dans les conditions d'extraction, si on ne veut pas gentiment gaspiller l'énergie phénoménale pour le tirer directement de l'eau de mer, parce qu'il y en a beaucoup, mais qu'on va dans les mines, là où c'est le plus facile pour l'instant, et où c'est à peu près le moins cher, il y en a à peu près pour, ça dépend des chiffres, 80 ans, 120 ans, mais à une condition, c'est qu'on soit les seuls à développer le nucléaire. Si le monde s'y mettait aussi, ça irait beaucoup plus mal. Donc, oui, le nucléaire, oui, mais uniquement chez nous, s'il vous plaît. Sinon, ça ira mal. On finira de toute façon par le photovoltaïque dans 200 ans. Pourquoi il faut oublier le photovoltaïque? Alors j'avais l'intention de dire autre chose. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est 0,07% de l'énergie qu'on utilise dans le monde. Et quand vous regardez le taux de croissance qu'il faudrait qu'on ait par an pour que ça commence à sortir de l'épaisseur du trait dans les 30 ans qui viennent, et c'est les 30 ans qui viennent qui sont les 30 ans de tous les dangers, en faire ou ne pas en faire ne change rien à la situation. Donc comme on est moi je raisonne, si vous voulez, dans un monde dans lequel on n'a pas le choix de mettre de l'argent sur tout à la fois. Hein, on a l'argent qu'on a, et on le met en priorité sur les trucs où ça a le plus d'effet. Eh bien je pense que le photovoltaïque c'est très bas dans les trucs qui ont le plus d'effet par milliers d'euros ou par millions d'euros investis dans les 30 ans qui viennent.
Donc il faut voir un autre truc qui est intéressant, c'est si en France, vous supprimez le réseau électrique, et vous mettez chez chacun, c'est encore un cas caricatural, mais c'est pour bien illustrer, et vous mettez chez chacun un panneau photovoltaïque qui lui permet d'avoir son électricité, en gros, vous multipliez les coûts d'investissement par 50 à 100. C'est l'ordre de grandeur. Vous avez le détail sur mon site, je vous donnerai l'adresse si vous voulez. Donc c'est quelque chose. L'électricité, comme elle ne se stocke pas, elle aime bien les installations centralisées et les réseaux derrière. C'est comme ça que vous abaissez le coût de la distribution. Quel que soit le moyen que vous utilisez en tête de réseau, c'est y compris le solaire à concentration, je suis aussi un grand partisan. Quel que soit le moyen que vous utilisez en tête de réseau, c'est comme ça que vous avez le coût à l'arrivée qui est le plus bas, parce que ça ne se stocke pas. C'est très particulier. La chose que je voulais donner en conclusion, parce qu'on a beaucoup parlé de nucléaire et très peu de climat, juste un chiffre sur le climat pour que vous ayez un truc en tête. Entre le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le moment où la Terre était en ère glaciaire, cette ère glaciaire qui a commencé à s'arrêter il y a 20 000 ans, et le climat moderne que nous connaissons aujourd'hui, avant qu'on ait commencé à chauffer un peu, le gain de température moyenne de la planète a été seulement de 5 degrés. Donc en gros, vous réchauffez la planète de 5 degrés seulement en 10 000 ans, et vous passez de la planète en ère glaciaire, où vous aviez quelques kilomètres de glace sur toute la Scandinavie et le Canada, un océan qui était plus bas de 100 mètres, une France qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, les précipitations ont diminué de quelques dizaines de pourcents, etc., etc. Et bien entre ce monde-là, extrêmement hostile aux moyennes latitudes, soit dit en passant, et le monde que nous connaissons aujourd'hui, la différence de température moyenne, c'est 5 degrés. Et ces 5 degrés ont été pris en 10 000 ans. C'est-à-dire, vous savez comme moi, diviser 5 par 100, ça veut dire 0,05 degrés par siècle. D'accord? Donc vous réchauffez la planète de 0,05 degrés par siècle, et vous voyez le genre de transition auquel ça nous amène quand la température moyenne de départ est de 10 degrés. Imaginez maintenant qu'on prenne une température de départ différente, mais qu'on applique une hausse de température de 5 degrés en un siècle. Je ne peux vous dire qu'une seule chose, ça sera un monde violent et guerrier. Parce que les déplacements des équilibres installés seront tellement rapides que vous n'adapterez pas une humanité sédentaire ou n'importe quoi entre 8 et 10 milliards d'individus à des déplacements qui seront aussi rapides. Donc ce sera la guerre partout. Donc je pense que face à ce genre de menaces, vous tirez sur tout ce que vous avez à votre disposition, absolument tout ce que vous avez à votre disposition, et je vais peut-être finir ce truc-là en héritant un peu mon voisin de gauche, mais je pense qu'aujourd'hui, de se passer du nucléaire pour éviter ce genre de danger, c'est vraiment faire la fine bouche.